Tous les hommes dans ma famille ont une calvitie. Il y a aucun de mes tontons, que ce soit du côté de ma mère ou de mon père, qui a encore des cheveux sur tout le crâne. Je sais que je vais y passer et qu'il n'y a aucun espoir pour moi. Parce que je sens que ça commence. Pose-toi, mets-toi à l'aise, prends le temps et écoute. Parce qu'aujourd'hui, je vais te raconter quelque chose qui vaut le coup de s'en souvenir. Salut, moi c'est Dédé, et bienvenue dans la cassette numéro 5. Je croise les doigts depuis le lycée pour pas que ça m'arrive, mais malheureusement je peux plus me mentir. Ça arrive à 2 hommes sur 3, et maintenant je fais partie du lot. Je commence officiellement à avoir une calvitie. Tous les hommes dans ma famille sont concernés. C'est le destin. Et ouais, ça fait plaisir. Si ça avait été que moi, j'aurais refusé la proposition. Mais j'ai pas trop le choix. Ça arrive à plein de gens, mais j'ai l'impression que personne sait la raison. Alors, pourquoi j'ai la calvitie? Bon, ça va, en vrai j'exagère. J'ai pas encore un cratère, ni un emplacement pour caler un nid d'oiseau, ou encore le front de Vegeta. Mais je sens que ça se dégarnit un petit peu et que mes cheveux tombent un peu plus souvent qu'avant. J'avoue qu'au début, j'avais beaucoup de mal avec l'idée de plus avoir mes cheveux. Parce que ça fait partie de moi. Ça rajoute de la beauté, ça fait du charme. C'est comme un organe vital à mes yeux. Comme une sorte de protection. À partir du moment où j'ai soupçonné une calvitie chez moi, j'ai fait un projet cheveux longs pour pas avoir de regrets. Et je le dis sans crainte, je crois que j'avais jamais été aussi beau. Au moins, j'aurais pas de regrets, ça c'est sûr. La vie continue et des fois, on fait face à des situations qu'on peut pas esquiver. Et ça en fait partie. Alors il y a quelques mois, je me suis rasé le crâne sur un coup de tête. Parce que j'avais peur de ça et j'en avais marre de stresser. Ça paraît bête, mais ouais, je stressais énormément. J'y pensais souvent et j'évitais carrément de trop me coiffer. En plus, les remarques des gens autour de moi m'aidaient pas du tout, même si c'était pas méchant. Au fil des jours, je me suis habitué à pas avoir de cheveux et franchement, j'ai plutôt bien aimé. En fait, naturellement avec le temps, j'ai arrêté d'y penser. J'ai compris que mes cheveux définissaient absolument pas qui j'étais. C'est qu'un bonus physique. Ma vie va absolument pas s'arrêter juste pour ça. Ce n'est qu'un au revoir. Je t'en parle à la fin de la vidéo. Après, j'avoue, j'ai de la chance d'avoir une belle barbe. Donc je suis un peu sauvé. Il me reste encore un bon bout de temps, alors je profite un peu tant qu'ils sont là. Pour comprendre pourquoi la calvitie arrive, faut d'abord mettre les choses au clair sur ce mot. Le vrai terme médical, c'est alopécie androgénétique. Alopécie pour perte de cheveux ou de poils, et androgénétique pour hormones androgènes héréditaires. Donc les hormones qui donnent les caractères masculins et qui sont transmises à chaque génération. Officiellement, c'est pas considéré comme une maladie, mais plutôt classé comme une condition physiologique normale chez certaines personnes. Tout simplement parce que c'est pas forcément un signe que le corps fonctionne mal et surtout ça met pas la santé physique en danger. En médecine, on parle de maladie quand il y a une altération de la santé, donc un fonctionnement anormal du corps ou de l'esprit, des symptômes ou des signes, donc la douleur, fièvre, perte de fonction ou une anomalie visible, une cause identifiable comme une infection, un gène défectueux ou un déséquilibre hormonal, et enfin un impact négatif sur la vie quotidienne, la survie ou le bien-être. Même si la calvitie ça coche certains points comme les causes identifiables et les symptômes visibles, elle perturbe pas la santé vitale, donc on la classe comme un trouble esthétique. Faut savoir que le cheveu, il est comme nous, il pousse pas en continu sans arrêt. Ça suit un cycle qui se répète tout au long de la vie. Et surtout, le cheveu, il est vivant. Ça a besoin de se nourrir pour grandir, se reposer et puis tomber. C'est comme un fil fabriqué par ton corps. Il est fait d'une matière super solide qu'on appelle la kératine. C'est une matière souple mais ultra résistante quand tu tires dessus. C'est un peu comme une corde fine et élastique. C'est exactement la même chose qu'on retrouve dans les ongles, les griffes et les cornes. En fait, un cheveu, c'est composé de cellules appelées kératinocytes, qui produisent la kératine justement. Quand elles sont encore vivantes, elles fabriquent cette molécule à l'intérieur d'elles-mêmes. Et en montant vers la surface, elles en accumulent de plus en plus. Donc logiquement, peu à peu, elles perdent leur partie vivante parce que la kératine prend de plus en plus de place. Et meurt ensuite pour devenir des cellules mortes remplies de kératine. Ensuite, au fur et à mesure, elles s'empilent comme des briques et s'assemblent pour former le poil. Le cheveu, ça sort par une petite poche qui est sous la peau, qu'on appelle follicule pileux. Il y en a un pour chaque poil. C'est littéralement l'usine de fabrication. Et c'est la même chose pour tous les poils de ton corps. Que ce soit les sourcils, les bras, les pieds, les doigts, les cils ou les cheveux, c'est la même chose. Un cheveu, c'est tellement résistant que pour te donner une idée, ça peut supporter environ 100 grammes avant de se casser. Ça paraît rien, mais attends. Si tu prends toute ta tête avec environ 100 000 cheveux, en théorie, tes cheveux pourraient supporter jusqu'à 10 millions de grammes, soit 10 tonnes. C'est littéralement le poids d'un bus ou de 2 éléphants adultes. Mais bon, je préviens, faut pas reproduire ça à la maison, sinon ta peau elle va se déchirer. Le cycle du cheveu, il est composé de 3 grandes phases. La première, c'est la phase anagène, pendant laquelle ton cheveu va grandir. Ça dure généralement 2 à 7 ans en fonction des individus et de la zone du corps. C'est à ce moment-là que les cellules dont je t'ai parlé vont se multiplier et produire de la kératine. Ensuite, tu connais le processus. Le deuxième, c'est la phase catagène, aussi appelée la phase de transition. Ça dure environ 2 à 3 semaines, et à ce moment-là, l'usine de fabrication de cheveux, donc le follicule, commence à rétrécir. Donc la production de cellules cesse progressivement. Le cheveu, il arrête de grandir, mais reste quand même attaché. Donc on peut dire que le follicule se prépare à passer au repos. Et pour finir, la phase télogène, donc la phase de repos justement, et de chute qui dure à peu près 3 mois. Là, l'usine elle est au repos, donc les cellules arrêtent de se multiplier. Logiquement, le cheveu il est plus alimenté, alors il tombe naturellement avec un coup de peigne, du vent ou même un petit frottement. Ensuite, le follicule, il recommence un nouveau cycle en produisant un nouveau cheveu. Faut savoir que chaque cheveu suit son propre cycle de façon indépendante. C'est pour ça qu'on perd pas tous nos cheveux en même temps. Avec une estimation moyenne, on perd à peu près 50 à 100 cheveux par jour. Ce qui est carrément normal parce que c'est justement les cheveux en phase télogène qui tombent pour laisser la place aux nouveaux en phase anagène. Mais si tout ça est extrêmement bien programmé, alors où est le souci avec la perte de cheveux ?
Le problème, ça vient d'une hormone appelée la DHT, pour dihydrotestostérone. Elle est justement fabriquée à partir de la testostérone, donc l'hormone sexuelle majoritairement masculine. Grosso modo, une hormone, c'est une molécule qui permet de changer le comportement d'un organe, comme les muscles, la peau et le cœur, pour par exemple accélérer, ralentir, déclencher ou arrêter un processus. Une hormone sexuelle, ça sert à donner les caractères féminins et masculins de chaque sexe, et ça régule aussi le corps dans sa globalité, comme la pilosité, le changement de voix, le développement musculaire, la répartition de la graisse, la croissance de la taille et de la structure osseuse. Qu'on soit clair, une hormone, c'est pas quelque chose qui va directement engendrer un changement. En fait, c'est un messager. Elle donne simplement des ordres. La DHT, elle est pas dangereuse. Elle est justement utile au développement du corps. À la base, elle se fixe aux follicules pileux pour leur donner le signal de grandir, donc fabriquer plus de cellules et aussi de se renforcer. C'est un mécanisme naturel et utile, comme pour la barbe, les poils du corps, etc. Malheureusement, chez certaines personnes, les follicules pileux au niveau du haut du crâne, notamment l'avant et le sommet, sont très sensibles à la DHT. Cette sensibilité, ça vient d'un gène qui se transmet à chaque génération, que ce soit du côté de la mère ou du père. Quand la DHT vient se fixer à ces follicules pileux qui sont plus sensibles que la normale, au lieu de comprendre le message de croissance et de renforcement du poil, ils vont comprendre l'inverse. En fait, c'est comme si au contact de la DHT, le follicule il devenait fou. Le message que lui interprète, c'est "T'inquiète, j'ai compris, je dois devenir plus petit et diminuer la phase anagène." Donc en fait, le résultat, ça va être un cheveu moins épais vu que le follicule est plus petit, et en plus le cheveu va pas beaucoup grandir et va vite passer à la phase télogène, donc l'arrêt de la croissance et la chute de cheveux. Mais après plusieurs cycles de miniaturisation, le follicule arrête de produire des cheveux et devient inactif. Et c'est justement ça qui provoque une perte de cheveux et une densité plus faible au fil du temps. On n'est pas les seuls, ça touche aussi les femmes, mais ça arrive généralement après 50 ans et ça concerne une femme sur deux. En fait, leur corps produit aussi de la testostérone mais en petite quantité. Leur hormone sexuelle majoritaire, c'est l'œstrogène. Et justement cette molécule, l'œstrogène, ça permet de protéger le cheveu en ralentissant la transformation de la testostérone en DHT, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de DHT dans leur corps, donc moins de chances d'abîmer les follicules pileux. Mais arrivé vers 50 ans, les femmes ont ce qu'on appelle la ménopause. C'est quand le corps de la femme arrête de produire l'œstrogène. C'est tout simplement le corps qui est programmé comme ça et qui dit « on stoppe la production, avoir un enfant risquerait d'être trop dangereux pour leur santé ». Donc à ce moment-là, la DHT a plus de barrière et peut être produite puis modifier le fonctionnement des follicules pileux. Contrairement à nous, l'impact il est moins important. Chez l'homme, ça enlève les cheveux au niveau du dessus du crâne, ce qui laisse un gros trou. Et chez la femme, il y a une perte de densité et il y a une augmentation de la taille de l'arrêt du milieu. Mais en soi, il n'y a pas de gros trou comme chez nous. Il n'y a pas de remède magique qui fonctionne à 100% à coup sûr, mais il y a plusieurs solutions qui peuvent ralentir, stopper ou partiellement inverser la chute. Alors, avant d'aller plus loin ou de prendre une décision, faut savoir plusieurs choses qui sont vraiment importantes. Déjà, ça dépend de la sensibilité de chacun face à la DHT. On est tous différents et on réagit pas tous de la même manière face aux hormones et aux traitements. Faut savoir que chaque médicament a des effets secondaires possibles et qui sont pas du tout à prendre à la légère. Faut absolument en parler à un médecin parce que eux pourront te dire clairement les risques selon ton profil et les prises de sang. Et en plus, les traitements sont à vie. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas arrêter de les prendre, la chute va reprendre petit à petit. Et le processus de perte de cheveux va même accélérer. Donc ça demande de la patience et une grande discipline tous les jours. Le premier médicament, c'est le plus connu, c'est le minoxidil. C'est un vasodilatateur. Donc en fait, il fait grossir les veines autour des follicules pileux. Ça va permettre une plus grande arrivée de sang, donc forcément d'oxygène et de nutriments. Ça favorise la pousse des cheveux, la croissance, et ça peut même les rendre plus épais. Parfois, ça peut aussi réveiller des follicules endormis ou inactifs. Donc en résumé, ça s'occupe pas de la DHT, mais ça nourrit et ça booste aussi les cheveux. Le deuxième, c'est le finastéride, qui est exclusivement aux hommes. Lui, il va clairement s'occuper de la DHT. En fait, c'est tout bête. Il va empêcher la testostérone de se transformer en cette hormone. Donc moins de DHT dans le corps, moins d'attaques sur les follicules, et la chute ralentit. Et parfois, les cheveux repoussent un peu. Et enfin, la chirurgie. On voit plein d'influenceurs passer par là. Le but, c'est juste de prendre des cheveux à l'arrière de la tête parce que c'est des cheveux résistants à la DHT. Selon ton nombre de follicules sur cette zone, on t'en prend et on les plante dans les zones sans cheveux. Alors oui, le résultat il est à vie vu qu'on t'implante des follicules qui sont pas sensibles à la DHT. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà ça coûte cher, on va pas se le cacher, et plus il y a besoin de cheveux, plus ça sera coûteux. Ça dépend du nombre de follicules que t'as sur l'arrière de la tête, et surtout ça stoppe pas la calvitie. C'est-à-dire que ta calvitie, si elle est encore en cours, va continuer d'avancer sur les autres zones de ton crâne. Généralement la chirurgie, c'est combiné avec les médicaments pour être sûr de l'efficacité. Et en plus des fois, ça peut demander d'autres séances de retouche. Pour avoir le résultat final, faut souvent attendre 1 an. Entre temps, va y avoir une grosse croûte sur ton crâne, tes cheveux implantés vont tous tomber, et c'est petit à petit que tu verras les nouveaux cheveux. Je te l'ai pas dit, mais il y a un dernier moyen contre la calvitie. C'est le choix que j'ai fait, accepter ce qui arrive. Mes cheveux, c'est pas moi, c'est pas mon identité, c'est pas ce qui fait que les gens m'aiment, et c'est pas ce qui décide si je veux quelque chose ou pas. C'est juste une décoration temporaire, un truc que la vie m'a prêté pendant un moment et qu'elle peut reprendre sans que ça change rien à ce que je suis. Parce qu'on va pas se mentir, se battre pour chaque cheveu qui tombe, ça revient un peu à essayer de retenir le sable avec les mains. T'as beau serrer fort, ça finit toujours par filer entre les doigts. Et pendant que tu te bats pour sauver ce qui disparaît, tu vois même pas ce que t'as encore ni tout ce que t'es en train de vivre. Tu finis fatigué, stressé et tu perds beaucoup à la fin. La calvitie, je la vois pas comme un ennemi.
c'est juste une évolution qui fait partie de ton corps. Comme les saisons, il y a des printemps où tout pousse, des automnes où ça tombe, et l'hiver ça veut pas dire que l'arbre est mort. T'as pas besoin d'un tapis ou d'une jungle de cheveux pour avoir de la prestance. Alors ouais, j'aurais pu courir après les lotions, les compléments, les miracles de la pharmacie ou la chirurgie, mais en vrai ça sert à quoi? Ça m'aurait rajouté du stress en plus, de l'argent en moins, des effets secondaires à gérer, et en plus la majorité des traitements en lotion sont toxiques pour les chats. La vraie confiance, ce qui fait de toi ce que t'es, c'est pas ce que tu portes ou ce que t'as sur la tête. C'est une chose invisible qui est justement dans ta tête. Et ça, bah y a rien qui peut te l'enlever. Parce que peu importe le physique que t'as, ça vient pas d'une illusion dans le miroir. Ça vient du moment où tu te regardes et tu te dis, ouais ça c'est moi et ça me va. Et si un jour je suis chauve, eh ben je le serai à fond. Pas à moitié, pas en me cachant, pas en m'excusant, pas en laissant des cheveux sur le côté ou encore en essayant de cacher un peu les trous en disant que j'ai une carence en vitamine D. Je ferai ma vie comme d'habitude parce que les gens verront pas mes cheveux. Ils verront moi, mes blagues, mon attitude, ma façon de réfléchir et mes idées. Et ça, bah ça partira jamais. J'espère que ça t'a aidé, c'était Dédé, au revoir.